Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Alejandro Vargas, 33 ans, était l'un des hommes les plus puissants d'Amérique latine. PDG du groupe hôtelier Vargas International, il régnait sur un empire tissé d'acier, de marbre et de verre trempé. Les hôtels qui portaient son nom parsemaient les grandes capitales du monde. Mexico, Madrid, Dubaï, Buenos Aires. Son visage ornementait les couvertures des magazines économiques. Son nom seul ouvrait toutes les portes. Il était le fils unique de Don Guillermo Vargas, un homme craint et respecté, réputé pour avoir construit sa fortune en écrasant ses concurrents avec une froideur quasi chirurgicale. Alejandro, dès l'âge de 10 ans, avait appris que l'empathie était une faiblesse et que l'amour, s'il existait, n'avait pas sa place dans les affaires. Il vivait au sommet de la Torre Vargas, un gratte-ciel de 82 étages qui surplombait la ville comme un trône de verre dominant la misère. Depuis sa baie vitrée, Alejandro contemplait les lumières de la ville sans jamais se demander d'où elles venaient. Son regard, perçant et toujours tourné vers le haut, n'avait jamais appris à descendre. Il ne voyait pas les trottoirs, ni les visages fatigués, ni les mains tendues. Il ne voyait que les opportunités. Mais derrière les montres suisses, les limousines noires, les dîners étoilés et les applaudissements feutrés, Alejandro portait une solitude sourde, lente, enracinée dans un désert intérieur qu'il refusait de nommer. Il ne la ressentait pas comme une douleur, mais comme une absence étrange. Une absence de but, une absence de sens. Il se lançait constamment des défis absurdes, gravir une montagne, apprendre le mandarin en 3 mois, acheter une île dans l'unique espoir de ressentir quelque chose. Mais rien ne le touchait. Pas vraiment. Pas durablement. C'était un soir de janvier. Dans une villa au bord de l'océan, éclairée par des lanternes dorées, un gala privé rassemblait la crème des élites latino-américaines. Des politiciens, des milliardaires, des mannequins, tous vêtus de soie et parfumés d'orgueil. Les coupes de champagne coulaient à flots. Les violons jouaient sur une terrasse suspendue. Alejandro, vêtu d'un smoking noir sur mesure, s'ennuyait. Il s'ennuyait comme toujours, derrière son sourire poli et son verre à la main. Les conversations tournaient en boucle. Les flatteries l'effleuraient comme des mouches. Il n'écoutait même plus. C'est alors que Bruno Del Sol, un ancien camarade d'internat, le héla d'un ton provocateur. Bruno, riche héritier d'un empire du pétrole, était connu pour son cynisme et ses paris absurdes. « Tu crois toujours tout contrôler, Vargas. »« Parce que je le peux, » répondit Alejandro sans même tourner la tête. Bruno s'approcha, un sourire moqueur aux lèvres, et lança, plus fort. « Tu épouserais une reine si elle était belle. Mais saurais-tu aimer ce que le monde rejette? Une femme que personne ne désire? Une mendiante laide ?» Les rires se firent discrets, gênés. Mais Alejandro ne fronça pas un sourcil. Il se tourna lentement vers Bruno, et répondit d'une voix calme. « Je peux épouser la plus hideuse des mendiantes, si je le veux. Ce n'est qu'un corps, qu'un geste de pouvoir. » Bruno arrua un sourcil. « Tu ferais ça? Tu la chercherais toi-même? Et tu tiendrais parole devant témoins? Donne-moi 3 jours. » Et le pari fut scellé. Une blague absurde dans un monde trop riche pour comprendre la valeur d'un être humain. Alejandro ny bit pas de croute. Juste une distraction. Un défi de plus à sa collection. 3 jours plus tard, Alejandro descendit de sa voiture blindée dans un quartier populaire, accompagné de 2 gardes du corps en costume sombre. Il marcha sans hâte parmi les étals d'un marché animé, ignorant les regards curieux, les vendeurs qui criaient leur prix, les enfants qui couraient pieds nus. C'est là, sur un banc ébréché, qu'il la vit. Elle était assise, immobile, un chiffon sale autour de la tête, des vêtements informes sur un corps frêle. Son visage semblait brouillé par la saleté, et ses yeux fuyaient ceux qui l'entouraient. Une vieille tasse en plastique reposait à ses pieds, à moitié vide. Mais elle ne tendait pas la main. Elle ne parlait pas. Elle regardait simplement le sol, comme si le monde n'avait plus rien à lui offrir. Alejandro s'arrêta devant elle. Il la fixa longuement. Il ne ressentit ni pitié, ni dégoût. Il vit juste une énigme. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, lentement. Son regard était sombre, profond. Pas brisé, mais distant. « Luz, murmura-t-elle. Tu veux te marier avec moi.
Pas de préambule. Pas d'explication. Elle ne sourcilla pas. Si c'est ce que vous voulez, je vous épouse. Il y eut un silence. Un courant invisible. Elle ne semblait ni surprise, ni soumise. Juste, prête. Alejandro crut déceler une étincelle étrange dans son regard. Comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait encore. Il lui tendit la main. Elle se leva. Et à ce moment précis, sans le savoir, Alejandro Vargas venait d'ouvrir la porte d'un labyrinthe dont il ne ressortirait jamais le même. Le mariage fit l'effet d'une bombe. Dès que les premières photos parurent dans la presse, les réseaux s'embrasèrent. Les titres des journaux oscillaient entre moquerie et indignation. Alejandro Vargas épouse une mendiante. Le roi du luxe devenu fou. Farce ou défi immoral. Les chroniqueurs mondains se délectèrent. Certains évoquaient une crise existentielle. D'autres, un coup marketing. Les plus cyniques pariaient sur un divorce d'ici une semaine. Les amis d'Alejandro, ses partenaires d'affaires, ses conseillers juridiques, tous le regardaient avec méfiance ou pitié. Même Bruno Del Sol, l'initiateur du pari, semblait mal à l'aise devant la tournure réelle des événements. Le jour de la cérémonie, organisée dans un petit salon privé d'un hôtel Vargas, aucun orchestre n'était présent. Pas de longues allées de fleurs, pas de tapis rouge. Seulement un notaire, 2 témoins embarrassés, et une poignée d'invités triés sur le volet, qui masquaient mal leur ricanement. Luz apparut, vêtue d'une robe longue, grise, sans fioriture. Une robe presque monastique, sans éclat, cousue de ses propres mains, selon des couturières discrètes. Son visage restait entièrement dissimulé sous un voile sombre, opaque. Elle ne regardait personne. Elle avançait lentement, sans trembler, comme si elle marchait vers quelque chose qu'elle avait attendu toute sa vie. Alejandro, en costume impeccable, affichait un sourire distant. Pour lui, c'était encore un jeu. Une provocation poussée jusqu'à l'absurde. Il observait Luz sans émotion. Il se disait qu'elle jouerait son rôle de mendiante silencieuse, qu'elle partirait au bout d'une semaine avec une pension, et que le monde passerait à autre chose. Mais au fond de lui, un étrange malaise commençait à poindre. Il ne comprenait pas son calme, ni sa posture. Elle ne semblait pas honteuse, ni heureuse. Elle semblait lucide, comme si elle savait quelque chose qu'aucun des invités n'aurait pu deviner. Ils échangèrent les vœux en quelques minutes. Pas un mot de plus. Et lorsque le célébrant annonça « Vous êtes à présent mari et femme », Luz ne bougea pas. Elle ne sourit pas. Elle regarda Alejandro à travers le voile, et baissa doucement la tête, comme si elle fermait une porte intérieure. Le soir même, ils furent conduits à la suite présidentielle de l'hôtel Vargas Central, sommet du luxe moderne. Tout était fait d'or poli, de bois rare et de lumière tamisée. Une bouteille de champagne millésimée attendait, posée sur une table de marbre. Des roses blanches flottaient dans le bain. Alejandro entra les premières. Il se débarrassa de sa veste, défit son nœud papillon, et observa Luz qui se tenait debout, droite, à l'entrée de la chambre. Son voile gris flottait encore sur son visage. Il s'attendait à une scène absurde. Une tentative maladroite. Un malaise pesant. Peut-être même une peur visible dans ses gestes. Il s'était préparé à la gêne, au ridicule, à une nuit étrange qu'il classerait vite dans les souvenirs gênants de son existence brillante. Mais rien de cela n'arriva. Quand Luz entra dans la pièce, c'est lui qui fut mal à l'aise. Elle ferma la porte derrière elle avec une lenteur presque cérémonieuse. Puis, sans un mot, elle se tourna vers lui et leva lentement les mains vers son voile. Alejandro, surpris par la grâce du geste, resta figé. Le voile glissa sur le sol. Puis, ses doigts vinrent à son visage, et commencèrent à effacer ce qu'il avait cru être sa réalité. Elle retira une couche de crasse maquillée, de suie, de fausses saletés posées avec précision. Lentement, méthodiquement, elle fit tomber ce masque de pauvreté. Et ce que révéla la lumière fit battre le cœur d'Alejandro pour la première fois depuis des années. Son visage était pur, fin, presque lumineux. Une beauté naturelle, farouche, silencieuse. Ses traits n'étaient pas ceux d'un mannequin retouché, mais d'une reine déchue. Ses yeux, noirs, immenses, brillaient d'une clarté étrange. Pas de séduction. Pas d'arrogance. Seulement, une vérité nue. Alejandro recula d'un pas, le souffle suspendu.
Qui es-tu? Murmura-t-il. Luz resta immobile. Puis, dans un murmure chargé de calme, elle dit. J. suis Luz Helena Navarro. Fille de Ignacio Navarro. Un homme que ton père a détruit. Le nom le frappa comme un coup de couteau. Navarro, répéta-t-il, la gorge sèche. Elle hocha la tête. Puis, d'une voix sans haine, elle raconta. Son père, Ignacio Navarro, était un ingénieur visionnaire, un bâtisseur passionné. Il avait voulu créer des hôtels écologiques pour les communautés rurales, en dehors des circuits touristiques classiques. Son projet, trop innovant, trop éthique, avait attiré l'attention et la jalousie de don Guillermo Vargas, le père d'Alejandro. Un jour, sous prétexte d'investissement, don Vargas avait pris le contrôle du projet. Puis, par un jeu d'actions croisées, de fausses accusations fiscales et un procès express, il avait tout détruit. En quelques mois, Ignacio Navarro avait perdu ses terres, ses brevets, sa réputation. Il était mort d'un arrêt cardiaque 2 ans plus tard. La mère de Luz, déjà malade, n'avait pas survécu à la pauvreté qui s'en était suivie. Luz, alors adolescente, avait fui les orphelinats, refusant la pitié. Elle avait caché sa beauté comme on cache une arme. Elle avait observé, étudié, attendu. Et quand elle entendit parler du pari insensé d'Alejandro, elle comprit. Ce n'était pas une vengeance qu'elle cherchait. C'était l'occasion de le réveiller. Je voulais que tu vois ce que tu n'as jamais regardé. Ce que ton monde ne regarde jamais. Je voulais que tu ressentes, Alejandro. Pas la honte. Pasele amor. Juste, ele humanité. Il ne répondit rien. Il ne pouvait pas. Pour la première fois, le maître des hôtels n'était plus maître de rien. Ni de ses pensées. Ni de son regard. Ni de ce qui s'éveillait en lui. Elle s'éloigna doucement, alla s'asseoir sur le bord du lit, et conclut. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais au moins, comment savoir? Les semaines suivantes furent comme un hiver silencieux dans un jardin qu'on croyait mort. Rien ne bougeait en surface, mais quelque chose, au fond, se préparait à éclore. Au début, Alejandro évitait Luz. Il ne prenait ses repas qu'en dehors de leur appartement conjugal. Il quittait tôt le matin, rentrait tard, comme s'il pouvait fuir la vérité qui, maintenant, l'habitait. Il la croisait parfois, dans un couloir ou au salon, toujours assise, toujours calme. Pas une plainte. Pas une accusation. Elle semblait presque invisible, et pourtant, sa présence hantait chaque pièce. Mais ce silence n'était pas vide. Il était plein de sens. Plein de regards échappés, de pensées murmurées. Car quelque chose avait changé. Depuis cette nuit dans la suite nuptiale, Alejandro n'était plus le même. Ses rêves étaient peuplés du regard de Luz. Un regard à la fois ancien et jeune. Insondable. Il revoyait son visage sans maquillage, ses mots simples et dévastateurs. Et il se posait la question qui ne le quittait plus. Et si c'était moi, le mendiant dans cette histoire? Il commença à chercher. En secret, d'abord. Puis obsessionnellement. Il fouilla les archives familiales, les anciens comptes, les procès oubliés, les sociétés rachetées, les journaux économiques des décennies passées. Il contacta d'anciens avocats, des employés virés sans explication. Ce qu'il découvrit brisa ses fondations. Ignacio Navarro n'avait pas été un rival. Il avait été un homme intègre, passionné, respecté dans son domaine. Son projet d'hôtel durable avait représenté une révolution pour les régions pauvres. Mais don Vargas, son père, avait flairé une menace à son monopole. Alors il l'avait écrasé. Avec une froideur chirurgicale. Il l'avait ruiné, sali, effacé. Et il ne s'agissait pas que de Navarro. Des dizaines d'histoires semblables surgirent. Des familles ruinées, des rêves brisés, des promesses trahies. Des hommes que son père avait détruits, méthodiquement, pour asseoir sa suprématie. Et Alejandro, élevé dans cette forteresse de marbre et d'ambition, n'avait jamais regardé derrière les murs. Il eut honte. Honte d'avoir été l'héritier aveugle d'un empire bâti sur le sang et la poussière. Honte d'avoir traité Luz comme un défi à relever, une excentricité sociale, une provocation de plus dans sa vie d'oisif arrogant. Peu à peu, il changea. Il commença à lui parler. Une phrase, un mot. Puis des silences plus profonds. Il posait des questions. Il l'écoutait.
Il découvrit une femme d'une intelligence fine, passionnée par l'histoire, la philosophie, les arts populaires. Elle citait Borges, parlait de Neruda, aimait marcher dans les quartiers oubliés de la ville. Elle connaissait les gens. Les vrais. Leurs noms, leurs souffrances, leurs chansons. Elle n'était ni une victime, ni une sainte. Elle était simplement entière. Et ce qui le bouleversait le plus, c'est qu'elle ne demandait rien. Pas d'excuses. Pas d'argent. Pas même d'amour. Elle n'attendait qu'une chose, la vérité. Un soir, alors que le vent soufflait dans un parc désert, Alejandro l'accompagna sans un mot. Ils marchèrent lentement, entre les arbres nus et les lampadaires tremblants. À un moment, elle s'arrêta devant une fontaine asséchée. Il sentit son cœur battre trop fort. Alors s'il parla. Je t'ai épousé par orgueil, dit-il d'une voix basse, presque brisée. Je pensais que c'était un jeu, une manière de choquer le monde. Mais aujourd'hui, je veux te mériter. Luz tourna la tête vers lui. Il y avait dans ses yeux ce mélange étrange de douleur ancienne et de lumière présente. Elle resta silencieuse. Puis dit, calmement, « Tu ne peux pas effacer ce que ton nom a fait, ce que ton père a détruit, ce que tu as incarné sans le savoir. Mais, tu peux écrire autre chose. Si tu le veux vraiment. » Il hocha la tête. Il ne voulait pas la convaincre. Il voulait apprendre. Changer. Non pour être aimé. Mais pour être digne. Ce soir-là, il ne la toucha pas. Il ne la supplia pas. Ils s'assirent sur le bord de la fontaine, en silence. Et dans cette absence de geste, dans ce vide débarrassé de mensonges, quelque chose naquit. Ils ne furent plus deux étrangers liés par un pari absurde. Ils devinrent deux âmes qui, pour la première fois, osaient se regarder. Sans masque, sans rôle, sans fortune. 5 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Alejandro Vargas avait, par orgueil, épousé une femme que le monde croyait indigne de lui. Mais il n'était plus l'homme qu'il était alors. Il avait vendu la moitié de son empire. Pas dans une crise, ni un coup d'éclat médiatique. Non. Il avait pris le temps. Il avait revu chaque contrat, chaque filiation économique, chaque chaîne d'exploitation héritée de son père. Il avait fait ce que peu de puissants osaient faire, regarder l'origine de sa fortune, puis la questionner. Et il en avait rendu une part. Avec cette richesse libérée, il lança un projet qui, pour lui, valait plus que tous les gratte-ciels réunis. Une fondation pour la réinsertion des sans-abri, des oubliés, des invisibles. Pas une œuvre caritative classique. Une structure pensée avec rigueur et compassion. Logement, formation, suivi psychologique, atelier d'art, accès à la dignité. Il la nomma Fundación Luz. Non par caprice romantique, mais parce que c'était elle qui avait éclairé l'obscurité de son âme. Quant à Luz Helena Navarro, elle resta fidèle à elle-même, discrète, mais profondément influente. Ella refusa les interviews, les plateaux télé, les portraits de magazines. Elle laissa les journalistes spéculer, les mondains chuchoter. Elle n'était pas là pour briller dans les salons. Elle enseignait dans des centres communautaires. Elle guidait des jeunes femmes abandonnées, des mères isolées, des adolescents perdus. Elle lisait de la poésie à ceux qui ne savaient plus rêver. Elle posait des mots là où le silence avait trop duré. Son regard restait aussi doux qu'au premier jour, mais plus assuré, plus ferme. Et ceux qui croisaient son chemin disaient tous la même chose. Elle ne parle pas fort, mais elle vous change. Alejandro, lui, continuait son chemin. Il n'était pas devenu un saint. Il avait encore ses excès, ses doutes, ses colères. Mais il avait trouvé quelque chose qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait compris. L'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une force que seuls les forts osent embrasser. Il n'avait pas gagné un pari. Il avait perdu un masque. Et dans cette perte, il avait trouvé ce que l'argent, le pouvoir, les trophées ne peuvent acheter. La vérité. La redemption. Et l'amour. Parfois, dans le jardin de leur maison, une maison simple, construite non loin du quartier où Luz avait grandi, on pouvait les voir marcher, main dans la main. Sans escorte. Sans caméra. Sans luxe perent. Juste deux. Un homme qui avait tout possédé sans jamais être comblé. Et une femme que le monde avait méprisée, mais qui avait gardé sa lumière. Et dans le silence de ce jardin, on comprenait enfin.
Il y a des histoires qui commencent dans le scandale, mais qui se terminent dans la vérité.